Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce très beau documentaire de Laurence Kirch. Et avec mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Duport. Vous êtes directrice des ressources humaines au rectorat de Poitiers. Également sur ce plateau, Mathilde Lagache. Vous êtes professeure de lettres modernes au collège de Niort et vous avez fait votre première entrée en septembre. Laetitia Leroux, vous êtes professeure d'histoire géo au lycée André Teurier de Civray. Et enfin, Bruno Ferral, vous êtes aussi professeur d'économie de gestion en disponibilité en ce moment. Vous êtes membre élu au SNES FSU. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. On va évoquer au fond cette fonction d'enseignant, cette vocation. Mais je voudrais peut-être vous faire agir après ce documentaire qu'on a vu sur ce fameux Prosper. Au fond, on aurait envie que tout le monde soit prospère quand on est dans l'enseignement, non Laetitia Leroux. Alors effectivement, Prosper a l'air d'être un personnage très emblématique en fait dans son établissement et il rayonne quand on regarde en fait ce documentaire, on n'a qu'une envie, c'est d'aller passer une journée à ses côtés, partager les moments, ces discussions avec les élèves et puis aussi avec son entourage. C'est vraiment quelqu'un qui visiblement a une aura particulière dans son établissement. Ouais. Alors Mathilde Lagache, vous avez fait votre rentrée en septembre, vous êtes donc stagiaire, professeur. Alors vous découvrez au fond le milieu. Alors juste un mot, on parle de vocation, vous avez choisi ce métier, pourquoi ? Alors justement, je ne sais pas si c'était par vocation ou pas, ou en tout cas c'est arrivé assez tardivement. Au cours de mes études supérieures, où je me suis rendu compte que enseigner pouvait être effectivement un choix de carrière pertinent. Et c'est là où j'ai commencé, donc j'ai terminé mes études. Ensuite, j'ai eu une expérience en tant qu'assistante d'éducation dans un lycée qui m'a effectivement permis de rentrer un petit peu dans le métier, puisque les assistants d'éducation, c'est les fameux surveillants, c'est les pions, c'est ceux qui sont au contact des élèves. Voilà. Donc vous n'avez pas découvert ça permet totalement. de faire de la discipline sans faire le disciplinaire. Et ensuite, j'ai repris le Master MEF pour pouvoir avoir le concours que j'ai eu l'année dernière. D'accord. Donc faire de discipline avant de faire de disciplinaire, donc ça c'est important. Mais alors justement, je voudrais vous poser la question, Marie-Christine Duport. Donc Mathilde est une jeune enseignante. Elle a eu au fond cette immersion avant d'être professeure avec cette fonction moi je dis pion, à l'époque on disait pion. On sait que c'est difficile de rentrer dans ce milieu. Comment ils sont accompagnés les jeunes professeurs quand ils rentrent dans un établissement ? Est-ce qu'ils le sont d'ailleurs ? Oui, ils le sont bien évidemment, puisqu'il y a la notion de formation continuée. On a les corps d'inspection qui sont là pour les accompagner. On a également les chefs d'établissement. Et puis nous, service RH, nous sommes toujours attentifs à toute situation qui peuvent nous être signalées lorsque un collègue peut se retrouver en difficulté. Donc ils le sont quand ils arrivent dans le métier. On prend bien évidemment soin d'eux. Ils sont nouveaux, ils découvrent un métier. La formation, c'est une chose. La réalité du métier, c'en est une autre. Et on est bien évidemment accompagnant autant que se peut pour les personnels, les nouveaux personnels enseignants et d'éducation. D'accord. Laetitia Leroux, vous avez un peu d'expérience. Vous n'êtes pas une jeune professeure. Quand vous voyez, alors vous nous ferez part de votre expérience et vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce métier, mais justement pour pas rester sur cette accession au métier, vous voyez ces jeunes professeurs arriver, vous les voyez comment quand ils arrivent avec des difficultés ? Qu'est-ce que vous relevez ? Alors je les vois, je les vois déjà avec beaucoup de représentation. De représentation sur le métier d'enseignant et de la fraîcheur aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Des inquiétudes aussi, je ne le cache pas, des inquiétudes. Et puis l'idée d'avoir besoin d'être étayé, besoin d'être accompagné en fait dans cette formation, c'est quelque chose qu'ils ressentent beaucoup. J'entends les jeunes collègues qui arrivent, et j'entends aussi par là les enseignants stagiaires à l'INSPE, donc établissement dans lequel j'interviens aussi, et donc j'ai contact avec ces jeunes enseignants et qui ont besoin d'être accompagnés, rassurés. C'est certain, et en même temps, ils ont envie.
Voilà, on sent qu'il y a cette motivation qui est là, qui est bien présente. Alors Bruno Ferral, vous-même, vous êtes enseignant, même si vous êtes en disponibilité. C'est un métier, alors on va évidemment parler de cette vocation, c'est un peu le leitmotiv de cette discussion entre nous, mais vous l'avez fait pourquoi ce métier aussi, par vocation ou par hasard? Je ne sais pas si j'emploierais, un petit peu sur le même positionnement que Madame Lagache, je ne sais pas si j'emploierais le terme de vocation. Cette notion d'être appelé, je ne sais pas, mais c'est plus une accumulation d'expériences, des souvenirs agréables avec des professeurs que j'ai eus pendant ma scolarité qui m'ont fait me dire, au bout d'un moment, après un cursus universitaire, oui, pourquoi ne pas enseigner? Pourquoi ne pas transmettre des connaissances? Pourquoi ne pas permettre à des élèves de s'émanciper? Voilà, c'est pas une illumination subite, c'est plutôt une accumulation d'expériences, une sédimentation de plusieurs expériences. Et vous êtes enseignant depuis quand, Bruno Le? Alors, j'ai eu le concours en 2015, donc j'ai été titularisé à la rentrée 2016. Et j'ai enseigné pendant ces 2 dernières années scolaires au lycée Édouard Branly à Châtellerault. D'accord, vous nous direz comment ça s'est passé, mais je vais revenir à vous. Donc, vous parliez au fond des impressions ou des illusions peut-être que les jeunes professeurs se font quand ils arrivent dans leur établissement. Mathilde, c'est ce qui s'est passé pour vous. Vous étiez arrivé avec une idée de ce qu'était l'enseignement et vous l'avez retrouvé. Vous avez déjà 7 ans, c'est récent, mais vous pouvez faire un petit bilan déjà ou pas? Oui. L'expérience d'assistante d'éducation m'avait déjà permis de pouvoir mais là, vous êtes devant une classe, c'est pas pareil, pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, mais les problèmes techniques, ou en tout cas la prise en charge d'un groupe d'élèves n'ont pas été une découverte absolue pour moi. Par exemple, un exemple tout bête, mais le logiciel qui est utilisé dans la majorité des établissements, moi, ça faisait 3 ans que je pouvais l'utiliser. Donc vous étiez débarrassé des contraintes techniques, j'ai été vous aviez à de vous concentrer sur votre travail de pédagogie, c'est ça? Ce qui entraîne une certaine accumulation, justement. On nous demande d'être un peu sur tous les fronts en même temps et on découvre tout. Donc, on peut avoir des déconfitures. Y a de ça aussi, c'est que je pense que c'est un métier qui ne peut bien s'exercer qu'avec de l'expérience. Et on n'en a pas. Et donc, on a absolument besoin de tout ça. On a besoin qu'on nous apporte des outils concrets qu'on peut mettre en place rapidement, qu'on nous apporte des... C'est-à-dire que vous vous sentez un peu seul, un peu abandonné. Je vais redonner la parole à Marie-Christine Duport, mais c'est un peu le sentiment que vous avez là, quelques mois après le début de votre exercice. Je suis plutôt bien accompagnée, donc tout va bien, mais je pense que oui, on peut en tout cas, au vu des décrochages qui arrivent, on peut se sentir suffisamment abandonné pour ne pas aller jusqu'au bout de cette année de titularisation, ce qui signifie tout simplement renoncer à son poste d'enseignant. Alors Marie-Christine Duport, c'est intéressant ce que dit Mathilde, parce que c'est l'expression d'une jeune enseignante qui se retrouve confrontée à la difficulté d'une classe. Vous me disiez tout à l'heure, on les accompagne, mais peut-être, on voit bien, peut-être il y a un accompagnement qui devrait peut-être être un peu plus, je sais pas, plus dirigé sur ces jeunes enseignants. Il faut que l'accompagnement soit adapté à chaque personne et à chaque besoin et que voilà, Madame dit qu'elle est accompagnée, donc tant mieux. Ça veut dire que voilà. Mais que pour d'autres, et voilà, il faut qu'on soit tous vigilants et savoir effectivement repérer les nouveaux enseignants, les repérer, qu'ils aussi puissent oser le dire, parce que peut-être parfois il y a aussi cette gêne-là, on est nouveau dans un métier, on va être évalué, et peut-être le fait de dire qu'on ne se sent pas à sa place ou qu'on a du mal à se repérer est difficile à dire. Mais moi, si je peux me permettre, je rebondis sur ce que disait Madame. Son expérience d'assistant d'éducation lui a permis d'avoir une vision à peu près du métier, en tout cas d'un établissement, de son fonctionnement. Dans le cadre des discussions, en tout cas du travail des deux ministères, celui de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur,
dans le cadre de l'agenda social et donc dans le souci de rendre ce métier attractif, il y a eu comme levier d'action qui en est ressorti un dispositif qui s'appelle la pré-professionnalisation. Et ce sont des contrats de 3 ans prévus pour les étudiants, des contrats d'assistants d'éducation, mais avec une vocation plus axée sur l'enseignement. C'est entre la deuxième année de licence et la première année de master, avec une entrée progressive sur des compétences, une première année où on est dans l'observation, on travaille davantage sur des dispositifs, et puis on entre progressivement dans l'enseignement avec la troisième et dernière année. Donc face à une classe, en immersion. Face à une classe, toujours avec un tuteur, évidemment. Voilà. Donc également, c'est un dispositif qui permet une rémunération et qui est également dédié aux étudiants boursiers parce que c'est cumulé avec les bourses. Donc il y a ce véritable souci de faire découvrir le métier et le lieu de travail. Ce sont des pré-professionnels. Mais ce n'est pas généralisé à l'ensemble de la formation. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis la rentrée scolaire dans toutes les académies, qui est possible dans toutes les académies. Et dans notre académie, nous avons recruté 24 jeunes en licence qui sont dans 3 disciplines bien définies, l'anglais, les lettres modernes et les mathématiques. Et c'est un travail conjoint entre, bien évidemment, les universités, parce qu'ils sont étudiants et qu'il faut préserver leur capacité à travailler et à réussir leurs études, mais aussi leur faire découvrir ce métier, ce beau métier, avec toute la réalité que ça suppose. Ça n'empêche que entre être assistant d'éducation, enseignant, et être enseignant en pleine capacité, il y a évidemment, un décalage. Mais on est là pour essayer de combler ce décalage et d'accompagner au mieux. Voilà. Ouais. Alors justement, on verra qu'il y a aussi parfois des échecs et qu'il y a des désillusions qui s'expriment. Alors Laetitia Leroux, vous les voyez, ces jeunes, on disait parfois ils sont un peu perdus, ils n'osent pas le dire des fois. Et ça se ressent. Est-ce qu'il y a une collégialité, au fond, une solidarité des enseignants? Est-ce que quand les jeunes ils arrivent, on parlait de tutorat, est-ce qu'il y a naturellement quelqu'un qui s'exprime pour aider les jeunes? Alors, il y a effectivement, ces jeunes sont accompagnés par des tuteurs, tutrices, donc qui ont ce statut-là, donc qui se doivent de les accompagner. Mais il y a aussi toute l'ambiance. Alors, ça m'est arrivé d'avoir des stagiaires en observation. Voilà. C'était il y a 3 ans, ça m'est arrivé, mais je le fais pas. C'est pas quelque chose qui m'est possible de faire par rapport aussi à la localisation de mon établissement, puisqu'il est privilégié quand même pour ces enseignants stagiaires d'être dans des localités qui sont plutôt assez bien desservies. Voilà. Toutefois. Mais vous voyez, est-ce que vous avez vu des situations un peu critiques, un peu difficiles, une jeune ou un jeune enseignant qui arrive et puis dont vous voyez qu'il perd pied au bout de quelques semaines? Alors, perdre pied, ça peut arriver à déstabiliser. Je crois que l'enseignement, c'est un métier qui s'apprend avec des gestes professionnels particuliers. Et donc, comme tout apprentissage, ça peut être déstabilisant, c'est difficile. Et donc, peut-être aussi que l'idée qu'ils se faisaient du métier ne correspond pas finalement à ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire peut-être l'image du jeune enseignant qui arrive et qui te dit avec la classe, ça va être intéressant à faire des choses, je vais leur apporter des connaissances, et voir que finalement ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas dans un monde idéal peut-être, mais en tout cas ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Donc il y a des gestes à apprendre. Notamment en termes de gestion de classe, en termes d'hétérogénéité de la classe. Et voilà, donc on est là pour... On va en parler justement de la gestion humaine, la gestion de la classe, parce que pour enseigner, il faut quand même, avant d'enseigner, pour enseigner, il faut que la classe soit... On maîtrise un peu les rapports humains. Ça, c'est un des fondamentaux, mais c'est aussi sans doute un des problèmes. Tout à l'heure, je vous voyais, Bruno Ferral, un peu opiné du chef, quand Mathilde disait, on demande beaucoup de choses à un jeune professeur, on n'a pas forcément les outils, et vous sembliez d'accord, ça vous est arrivé, vous avez été confronté à ces difficultés? Alors oui, bien sûr, comme tout jeune enseignant, parce que l'année de stage particulièrement, et puis tout le début de carrière, c'est des périodes qui sont très difficiles. On passe d'une vie d'étudiant à une vie de jeune professionnel
en formation continue pendant l'année de stage. Il faut cumuler à la fois un statut d'étudiant à l'INSPE maintenant, et un statut de professionnel. C'est énormément de travail, la charge de travail est très importante. Et l'année suivante, on double la charge de travail, puisque d'un demi-service, quand on est stagiaire, on passe à un service plein, sans transition, pour ainsi dire. On perd notre tuteur, on passe d'un demi-service à un service plein. C'est vrai qu'on voit... Ça, c'est trop brutal. On voit des jeunes collègues qui ont du mal à absorber cette charge de travail très intense et très soudaine. D'autant plus quand on sait que beaucoup de jeunes collègues sont mutés dans des établissements qui ne sont pas forcément les plus demandés et où le contexte d'enseignement est parfois difficile. Ah, là, on va peut-être demander à Marie-Christine Duport de répondre à cette question. Souvent, effectivement, on dit les jeunes collègues qui ont besoin de sécurité, d'entourage, on les met dans les établissements où sans doute les plus difficiles. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction, un paradoxe, au fond, et une erreur ? Alors, effectivement, ça s'entend. Néanmoins, lorsqu'on est stagiaire, le lieu d'affectation est vraiment choisi avec le corps d'inspection pour mettre la personne dans les meilleures conditions possibles avec le tuteur. Donc, il y a vraiment une attention extrêmement particulière et c'est fondamental que chacun puisse faire son stage dans de bonnes conditions. Après, une fois qu'on est titulaire, on participe à un mouvement, à une période de mutation qui se fait avec un barème, des points, qui prend en compte une ancienneté, un parcours, une situation médicale. Les jeunes titulaires ont effectivement pas la bonification de l'ancienneté. Pensez bien que les postes les plus attractifs sont bien évidemment pris. Et puis, au bout du compte, les postes, on va dire, les moins attractifs. Mais attractif, qu'est-ce qu'on met derrière attractif ? Ça peut être une région qui n'est pas attractive. Néanmoins, on peut être dans un établissement tout à fait porteur, intéressant. Donc, il faut voir où on place l'attractivité. Néanmoins, effectivement, c'est comme ça parce que les modalités d'affectation fonctionne dans le cadre d'un barème qui prend en compte un certain nombre d'éléments. Et c'est des situations qu'on ne retrouve pas en début de carrière, mais la vie faisant, au fur et à mesure de sa carrière, on se retrouve en capacité de choisir et d'obtenir des postes qui nous paraissent intéressants pour divers motifs. Alors, Mathilde Lagache, vous êtes au collège, vous enseignez à quelle classe ? J'ai 2 classes de 4e cette année. De classe de 4e. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, évidemment, le métier. Alors, vous nous parlerez sans doute des... Oui. Alors, justement, je voudrais revenir sur ce que Madame Duport vient de dire, tant qu'on parle des mutations. Effectivement, c'est un barème national, il faut l'accepter. C'est aussi ça, quand on rentre dans la fonction publique, c'est justement, on nous parle de l'emploi à vie. C'est pareil, ça se discute aussi. Mais dans tous les cas, on ne choisit pas là où on va exercer notre travail. Et c'est peut-être en ça l'idée de vocation, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé le concours, on passe dans une grosse machine administrative dont on ne comprend pas très bien les rouages. Voilà, les rouages peuvent paraître obscurs, ils ne le sont sans doute pas, mais il y a... Pour beaucoup d'entre nous... Il faut juste préciser les rouages obscurs, c'est-à-dire que vous dites les règles sont pas claires ou en tout cas paraissent peu claires. Voilà, on nous parle d'un grand barème, on ne sait pas exactement combien de points, pourquoi les points, comment classer les académies, etc. Il faut absolument être accompagné. Oui, mais par exemple, pour vous, Mathilde, vous êtes au collège à Niort. Oui. Donc, c'est un collège qui est plutôt classé comment C'est un très bon collège parce que pour l'instant, je suis dans une année de stage. Et donc, effectivement, les établissements dans lesquels les stagiaires sont envoyés... Donc là, vous êtes privilégié. C'est-à-dire que là, on met dans un collège où il n'y a pas trop de problèmes. Qui sont sélectionnés avec des tuteurs sélectionnés. Et voilà, c'est l'année de cocooning, l'année de stage. Pour ne pas vous écœurer, pour ne pas vous abandonner trop tôt. Voilà, certainement. Mais l'année prochaine, et là, on est en train de faire nos demandes pour les mutations, donc c'est d'actualité pour les enseignants en tout début d'année. On demande nos vœux, et effectivement, on ne sait pas dans quelle académie on va aller. On sait qu'on a peu de points, parce qu'effectivement, on n'a pas les bonifications pour de très jeunes collègues qui sortent juste de leur licence et qui ont enchaîné le master immédiatement. Ils ont 21-22 ans. Donc, ils ont
pas de bonification familiale, etc. Donc ils savent effectivement qu'ils vont être envoyés dans certaines académies, ce qui est vécu pour certains. On peut les citer, hein, c'est Créteil, etc. C'est Créteil, mais effectivement, ça dépend aussi justement des volontés de chacun. Le nord-est de la France, c'est sûr que par rapport à d'autres régions, ça peut paraître peu attractif. Pour certains, effectivement, ça dépend des volontés de chacun. En revanche, on sait qu'on va devoir partir et qu'il va nous falloir du temps pour pouvoir revenir. Et parce que vous, donc là, vous savez que vous ne resterez pas à Niort, vous allez partir. Je le sais. D'accord, mais vous le savez. Je ne sais pas où encore. Mais vous pouvez même changer d'académie, vous n'êtes pas... Je vais clairement changer d'académie. Vous allez changer d'académie, voilà. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est qu'effectivement, l'ouest de la France est très demandé. Donc je sais que je ne pourrais pas avoir une académie dans l'ouest. D'accord. Oui, vous lirez. Madame va participer. Les mutations pour les enseignants sont en deux étapes. Il y a une première étape qui vous fait arriver dans une académie. Et une fois que vous êtes... Donc là, c'est l'ensemble des enseignants qui participent à ce mouvement, les participants qui sont obligatoires, comme vous, voilà, comme tout un chacun qui souhaiterait, pour convenance personnelle, aller dans une autre académie. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est une mutation qui s'opère au sein d'une académie. Voilà, une fois qu'on sait si on va dans telle ou telle académie, on participe une deuxième fois pour avoir le poste fixe, en tout cas le poste définitif qui nous attend. Voilà. Et cette première phase peut être vécue comme un véritable déracinement pour certains. Donc là, on retomberait sur l'idée de vocation où il y aurait un certain sacrifice de soi pour pouvoir exercer un métier dont on a eu le concours. Enfin, on a passé un concours pour l'exercer. D'accord. Bruno Ferral, alors je précise que vous êtes aussi délégué SNES-FSU, donc vous avez ce mandat. Donc c'est les combats qui sont portés par le syndicat. Alors voilà, le SNES-FSU ne remet absolument pas en cause le principe du barème et du mouvement national. On a passé un concours national, il n'y a pas de problème. Le SNES-FSU et d'autres organisations sont d'ailleurs là pour aider les collègues à comprendre ce barème qui est un petit peu complexe. Notre propos, c'est plutôt de dire, bon, ces premières années vont être compliquées, il va y avoir une grosse charge de travail, un déracinement, parfois une distance socio-géographique avec les élèves qui sera énorme. Alors, il serait bon de penser à peut-être une adaptation de la charge de travail dans les premières années de la carrière. Ce qui n'est pas le cas. Non. Un enseignant T1, première année de titulaire, a la même charge de travail devant élèves qu'un enseignement ayant 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, et qui est de fait beaucoup plus performant dans son métier, qui a le tournement, qui a l'habitude, qui a des facilités dans la gestion de classe. C'est un petit peu ça qu'on pointe. Oui, Laetitia Leroux, Bruno Ferral fait allusion à l'expérience qui est nécessaire, mais est-ce que vous voyez, vous, des différences justement chez les jeunes enseignants qui ont une facilité plus tout de suite à être devant les élèves, devant une classe, parce qu'il y a les outils techniques, vous en parliez, mais il y a aussi cette capacité à transmettre et à, au fond, gérer un groupe. Oui. Est-ce que vous voyez des différences chez les jeunes enseignants ? Alors, il y en a, sans doute. Il y en a, ça dépend aussi de sa personnalité, de sa facilité aussi à communiquer. Hein. On a quand même en face de nous un groupe d'élèves, un groupe de jeunes. Donc oui, mais il n'y a pas de règle. Enfin, ou alors, il y a quand même quand on débute, on est tous pareils un peu... on a tous les mêmes difficultés. Et justement, l'idée qu'on a des gestes professionnels qui s'apprennent, c'est-à-dire que gérer un groupe de classe, eh bien, ça demande aussi de travailler sur les rituels, ça demande aussi de travailler sur sa voix, ça demande sur le regard. Enfin voilà, il y a plein de... Il n'y a pas que la transmission en fait de connaissances ou de compétences. Et ces outils, vous les avez avant de... On vous les enseigne avant. Ces outils, en fait, font partie de la formation initiale. D'accord. Font partie, logiquement, de cette formation initiale, de façon à pouvoir aussi répondre au mieux aux difficultés qui peuvent... en tout cas, voilà, aux inquiétudes, aux difficultés qui peuvent rencontrer. Alors, je vois un peu de scepticisme sur les visages de nos deux jeunes professeurs, parce qu'effectivement, c'est vraiment la question fondamentale. Au fond, l'enseignement, c'est ça, c'est que pour enseigner, il faut déjà maîtriser sa classe. Hein. Et je vous regarde, oui. Je pense que vous avez totalement raison. Simplement, il y a, et on le sait parce qu'on enseigne de cette façon-là à nos élèves, il y a un certain délai entre le moment où on nous apprend quelque chose, dans une année effectivement qui est très chargée, on a un demi-service en classe, un demi-service de formation à l'INSPE. Donc un délai entre
le moment où on nous l'apprend et le moment où on est en réelle capacité de l'appliquer au sein d'une classe, avec naturel, en autonomie et de façon professionnelle, justement. Pour l'instant, tout est nouveau. Mais bien sûr. Donc, mais je crois que c'est pas inhérent à la fonction d'enseignant. C'est-à-dire que dans chaque corps de métier, on a des jeunes qui arrivent et qui tâtonnent, qui sont en période d'apprentissage. Je pense qu'effectivement, le début de carrière correspond aussi à un tâtonnement. On essaye, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas, on voit pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. On est aussi aidé par les tuteurs. Quand c'est pas les tuteurs, ça peut être aussi les équipes. Parce qu'on a des collègues aussi en salle des profs, on parle, on partage aussi les retours d'expérience, on va partager aussi le travail. Donc, c'est quelque chose qui peut être facilité, du moins. Mais je pense que c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas véritablement spécifique à la fonction d'enseignant, en tout cas. Juste pour ajouter quelque chose, vous parlez effectivement d'une formation aujourd'hui sur la gestion de classe qui est peut-être encore déconnectée d'une réalité. La formation de gestion de classe, ça fait partie du plan académique de formation continue. Et si on l'a vécu à un moment lors de lors de sa formation et que on sent, ça n'a pas pris sens et qu'un jour on considère qu'il serait nécessaire de revenir et de retravailler en formation, c'est tout à fait possible. Et c'est une des ambitions du plan académique de formation, c'est pas de n'être que sur du disciplinaire, sa discipline, l'anglais, mais aussi avoir des formations transversales, la gestion de classe, l'évaluation, accueillir, être dans l'école inclusive, c'est-à-dire accueillir un élève à besoins spécifiques. Donc ça, c'est aussi toute l'ambition de l'accompagnement. Pas en début de carrière, mais tout au long de la carrière, parce que ça, c'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'accompagner sur les premières années, il s'agit d'accompagner selon le besoin tout au long de la carrière. C'est un handicap d'être jeune professeur face à une classe. La jeunesse, ça crée une proximité difficile à maîtriser. Enfin, je peux vous poser la question. Certains collègues peuvent avoir eu cette expérience, notamment si en début de carrière, ils sont affectés dans des sections de techniciens supérieurs. On peut avoir des différences d'âge de 2 ans. Donc effectivement, suivant la personnalité du ou de la collègue, ça peut être compliqué de poser son autorité devant une bande de personnes qui ont 2 ans de moins que vous. Alors, Laetitia, vous enseignante depuis quand J'enseigne depuis 2003. Depuis 2003, donc vous avez évidemment le recul. Et vous êtes rentré avec une idée. Vous parliez tout à l'heure de l'idée que vous êtes fait de ce métier d'enseignant. Cette idée-là, elle a changé ou c'est la même? Alors, elle a changé. Mon métier, en tout cas la façon dont j'enseigne, je crois, mais je suis sûre, a beaucoup évolué en fait depuis 2003. La raison pour laquelle ça a changé, parce que je me forme justement, j'essaye d'avoir des formations sur les sujets qui m'intéressent. Et puis, je me suis aperçue qu'au début de ma carrière, j'étais beaucoup dans le contrôle de la classe, c'est-à-dire que j'étais beaucoup sur la gestion de classe, c'est-à-dire peut-être la nécessité, alors je ne sais pas, cette image d'Épinal de devoir poser son autorité, voilà. Et donc, au fur et à mesure, je me suis vite aperçue que j'avais besoin, en fait, pour rester motivée, pour rester vraiment impliquée dans mon métier, de changer de posture, d'être plus proche aussi des élèves et puis de changer ma façon d'enseigner. C'est-à-dire que les cours frontaux, les cours magistraux, en tout cas en lycée, ne me correspondaient plus du tout. Et donc, j'avais envie de changer. Je m'apercevais que mes élèves s'ennuyaient. Moi, je m'ennuyais aussi. Je commençais à m'ennuyer dans mes pratiques. Et donc, j'ai décidé d'instiller, en fait, au début, des nouvelles façons d'enseigner, en tout cas. D'accord, et ça, c'est possible. Alors, on a une marge de manœuvre. Là, je m'adresse au rectorat. Un enseignant peut changer un peu les process d'enseignement. Il y a la notion de liberté pédagogique. Évidemment, il y a un programme, il y a un cadre national, bien évidemment. Mais voilà. Il y a cette part-là et je pense que c'est ce qui rend aussi le cours vivant et ce qui fait que les élèves ont envie de revenir parce qu'ils ont en face d'eux un enseignant qui est motivé, qui est bien dans ses pratiques. Voilà, c'est une émulation positive. C'est ça. Vous faisiez allusion à l'autorité nécessaire pour enseigner. C'est peut-être l'écueil
qui vous a un peu traversé l'esprit au début de votre carrière, c'est ce qui se passe pour vous, asseoir une autorité d'abord pour pouvoir enseigner, parce que c'est souvent ça. On dit souvent il faut d'abord une autorité avant d'enseigner. Et là, on voit bien que avec l'expérience, il faut créer du lien davantage que mettre une autorité dans la classe. Comment vous appréhendez cette question-là, vous, Mathilde? Alors, je dirais que pour l'instant, mon autorité, elle est assise, mais sur un ballon sauteur. Okay. Un ballon sauteur. Sur un ballon sauteur, voilà. Elle fluctue. Voilà, elle fluctue encore. Parce qu'effectivement, cette autorité-là, au final, contrairement à ce que la langue nous dit, elle n'est absolument pas naturelle. Il n'y a pas d'autorité naturelle, ça n'existe pas. L'autorité, c'est un contrat qu'on passe entre deux entités, et il y en a une qui accepte d'obéir, qui en tout cas se place sous l'autre. Et pour ça, je pense qu'il faut que les élèves coopèrent, et il faut les amener à coopérer avec nous pour pouvoir faire notre cours. Donc, cet apprentissage-là, il est lent et il passe nécessairement par des gestes professionnels qui doivent... Enfin, qui prennent un temps à mettre en place, qui prennent un temps à être intégrés dans nos pratiques au quotidien. Voilà, donc je dirais que l'autorité, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est passionnant d'y réfléchir. Et vous êtes, Bruno, vous avez été confronté à cette même problématique. Comment je me situe devant les élèves? Est-ce que je fais preuve d'autorité? Est-ce que je crée un autre lien? Ça a été une question au début? Le positionnement, c'est une question qui se pose notamment pendant l'année de stage, parce qu'encore une fois, on sort d'un statut d'étudiant, on doit se positionner en tant que professionnel, et ça peut mener à des conditions compliquées d'exercice. Mais est-ce qu'on peut se positionner différemment selon la classe aussi? Est-ce qu'il y a des différences? Bien sûr, je veux dire, il n'y a pas de posture pédagogique qui marche à tous les coups, il n'y a pas de passe-partout. On s'adapte à la classe, au collectif qui est en face de nous. C'est l'idée. Et pour arriver il n'y a pas de prof charismatique, enfin j'en ai pas rencontré, j'ai rencontré des profs très charismatiques, mais parce qu'ils avaient de la pratique, mais il n'y a pas de prof génial, il n'y a pas de Gérard Klein dans l'instit. D'accord? On devient charismatique en pratiquant et en échouant beaucoup avec un certain nombre de classes. Hein, on a des ratés quand on est jeune enseignant, on apprend de ses ratés et on ne fait plus les mêmes erreurs. Même quand on est plus expérimenté, comme Laetitia. Oui, mais je pense que l'erreur, on apprend de ses erreurs. Alors, il y a des séances qui marchent plus ou moins. En tout cas, on ose, on essaye. Et puis, les élèves aussi, ça permet de voir que, des fois, ça ne marche pas tout à fait. Mais vous-même, est-ce que vous êtes trouvé dans une situation un peu, j'allais dire d'échec, ou de difficulté, dans laquelle vous vous dites, j'ai pas forcément tout de suite la réponse? Des fois, j'ai pas les clés. Ouais, effectivement. Des fois, j'ai pas forcément des clés tout de suite. J'y réfléchis, je prends un peu de recul. Et oui, en fonction des situations, des fois, on peut avoir un groupe classe, par exemple, qui, déjà, ils diffèrent les uns des autres. Donc, on doit trouver les clés, on doit trouver l'approche, Et donc, ça prend du temps. On essaye, on tâtonne. Ouais. Ouais. Alors, il y a parfois, on voit bien des enseignants qui sont un peu parfois désespérés ou qui ont du mal on entend des témoignages, le manque de moyens, de reconnaissance, les salaires, etc. Ça crée une espèce de blues de l'enseignant. Marie-Christine Duport, c'est une problématique qui impacte, ou en tous les cas qui intéresse le rectorat? Tout à fait, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui intéresse très fortement les deux ministères concernés, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avec cet agenda social. Et l'idée, c'est de trouver des leviers d'action pour susciter, renouveler, ou en tout cas rendre du désir, des envies. On a juste un chiffre, il y a eu une enquête Thalys, sous l'égide de l'OCDE en 2018 auprès des enseignants en collège et au chef d'établissement, et il y en avait quand même 7 sur 10 qui étaient entrés dans le métier par premier choix d'enseignement. Donc ça existe. Après, il faut rendre le métier attractif. En tout cas, il l'est, mais il faut le faire connaître, et il faut rassurer aussi sur dans l'entrée au métier. Vous entrez dans le métier, vous avez
fait une formation initiale, vous êtes accompagné tout au long de votre carrière, que vous soyez jeune débutant confirmé, qu'on peut vous accompagner vers d'autres fonctions, d'autres responsabilités, parce qu'on peut être enseignant pendant 15 ans et souhaiter évoluer vers d'autres fonctions. Il y a un accompagnement qui se met en place au niveau national, enfin qui est largement mis en place, c'est la GRH de proximité. C'est l'idée d'avoir en département des conseillers en ressources humaines qui sont là pour conseiller, prévenir, accompagner, répondre à des questions pour tous les personnels, mais notamment les enseignants. C'est en train de se déployer au niveau académique. Et ça fait partie des dispositifs pour les enseignants. Allez, il nous reste une petite minute. Je voudrais juste donner la parole aux enseignants, aux jeunes enseignants. Donc, on parlait de la vocation d'enseigner. Vous diriez aujourd'hui, avec les quelques mois de pratique, que, au fond, cette notion de plaisir dont on parlait, vous l'avez ? Moi, je m'amuse tous les jours. Vous l'avez découverte, vous l'avez, elle compte ? Moi, je m'amuse tous les jours avec mes classes. J'ai des déconfitures, c'est pas grave. C'est plein de remises en question quotidiennes qui, je pense, font le sel de ce Mais de ça reste un plaisir. Alors, vous êtes un peu en réserve de la République, Bruno Ferral, mais ce plaisir dont on parlait, puisque c'est quand même ce qui nous occupe sur ce débat, la vocation d'enseigner. Bien sûr, enfin, je me suis lancé dans ce métier et j'ai envie de continuer à exercer ce métier parce que je trouve ce plaisir. Après, sur ce qu'on disait à l'instant, ce métier, il est attractif de par le plaisir qu'on peut y prendre. Malheureusement, il l'est de moins en moins du fait de ses conditions matérielles d'exercice. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Ouais. C'est un autre débat, mais on y reviendra. Enfin, Laetitia, vous avez l'expérience, mais justement, cette notion de plaisir dont on parle avec ces jeunes enseignants, vous l'avez gardée. Ouais, je l'ai gardée, j'ai pu la préserver, la sauvegarder. L'entretenir, oui, tout à fait. Ça rassure évidemment Marie-Christine Duport qui se dit j'ai 3 enseignants qui aiment leur métier, c'est formidable. Madame et monsieur me rassurent aussi. Merci en tous les cas à tous les cadres de nous avoir fait part de vos expériences et de votre amour au fond pour ce métier qui est le plus beau métier du monde, celui de l'enseignement, et pour lequel il faut évidemment apporter tout notre soutien et toute notre considération. Merci en tous les cas pour ce que vous faites au quotidien pour les enfants, pour les élèves. Merci à tous les 4 et restez fidèles à ce débat doc. Merci.